Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 1er février. C'est aujourd'hui que démarre la réunion de haut niveau Maroc-Espagne. Et dans notre série consacrée au contour de ce partenariat multidimensionnel, arrêt ce soir sur un de ses aspects cardinaux, à savoir la coopération sécuritaire. Sur ce volet, de l'avis des deux parties ainsi que d'observateurs internationaux, la relation est exemplaire. Et pour cause, ce ne sont pas les risques qui manquent dans cette région hautement sensible et stratégique. Ces risques sont en effet liés à la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la cybercriminalité ou encore les formes diverses de criminalité transnationale organisée. Le plus grand atout de cette coopération est sa solidité, même en temps de froid diplomatique. Car au-delà d'une politique de voisinage, je dirais même de bon voisinage, il en va de la vie des citoyens des deux rives. Il y a à peine un mois d'ailleurs, les forces spéciales marocaines et espagnoles ont mené une opération conjointe et simultanée à Choucaït Baha au Maroc et à Almeria en Espagne, où ils ont interpellé des membres d'une cellule terroriste. Et ce n'est qu'un exemple parmi une liste exhaustive des fruits de cette coopération sécuritaire d'une efficacité exemplaire. Les deux royaumes sont conscients de l'importance capitale d'une zone de stabilité et de prospérité partagée. Et Sa Majesté le roi Mohammed VI, dans son discours prononcé à l'occasion du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple le 20 août dernier, a appelé à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux royaumes, donnant ainsi une nouvelle impulsion de ce partenariat qui repose sur la confiance, le dialogue permanent et le respect mutuel des engagements. Alors comment Rabat et Madrid entendent continuer à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de sécurité? Que peut apporter cette réunion de haut niveau à Rabat sur la facette sécuritaire au moment de grands bouleversements en Europe et en Afrique? C'est ce que nous allons débattre ce soir en compagnie de nos experts. Tout d'abord, j'ai plaisir d'accueillir ce soir sur le plateau de questions d'actu Abdelhak Basso, Senior Fellow au Think Tank Policy Center for the New South. Professeur Basso, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci, le plaisir est partagé. Et un plaisir renouvelé et une joie d'accueillir encore une fois sur le plateau de questions d'actu l'expert en relations internationales et géostratégie, professeur Cherkaoui Roudani. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et de partager ce plateau ce soir, et avec nous également notre expert et politologue, professeur de droit, professeur Mostafa Shimi. Bonsoir. Bonsoir, merci à vous. Et avant de revenir sur les attentes de cette réunion de haut niveau, 12e d'ailleurs, et qui ne s'est pas tenue depuis 8 ans, qui se tient ce 1er février et demain 2 à Rabat, revenons, si vous le permettez, je commencerai par vous, Abdelhak Basso, sur cette feuille de route qui a été mise en place en avril 2022. Que prévoit cette feuille de route sur l'aspect sécuritaire? Et surtout, elle est intervenue après cette brouille diplomatique entre Rabat et Madrid. Qu'est-ce qui a été fait, en sachant que notre chef de la diplomatie a exprimé son satisfecit quant à la mise en œuvre de cette feuille de route bilatérale? Déjà, je crois que sur le plan de la sécurité, cette feuille de route, comme vous dites, nous la comprenons déjà, ou nous comprenons son importance à travers la composition de la délégation. Déjà, comme il touche, si vous voulez, les 3 domaines. Il y avait le commissaire général au renseignement, donc cette question d'échange, et vous savez que le renseignement, c'est la pierre angulaire dans la lutte contre le terrorisme, même contre toute la criminalité organisée, le rôle que le renseignement joue dans ce. Il y avait également l'aspect judiciaire, avec la présence du commissaire général de la police judiciaire espagnole, et celui de la migration. Là, on trouve peut-être les 3 aspects de la coopération en matière de sécurité entre le Maroc et l'Espagne. Maintenant, sur ces 3 aspects, comment est-ce que les actions vont se déployer? Et là également, nous sommes sur un triangle. Sur l'échange d'expérience et de savoir-faire. Et là également, l'importance de ce volet
se comprend sur la durée. Plus les Espagnols acquièrent d'expérience, plus les Marocains acquièrent d'expérience, et plus, si vous voulez, le patrimoine d'expérience commun des deux, puisqu'il est échangé. Le deuxième, c'est l'échange, et on parle ici d'informations stratégiques. C'est-à-dire qu'on a dépassé cet aspect de simple échange entre deux pays sur des petites informations, mais on est dans l'information stratégique. Qu'est-ce qu'une information stratégique, professeur Bassou? C'est une information qui est utile pour les planifications à long terme. On n'est plus sur... C'est-à-dire, il y a une petite affaire, nous allons décider de... Non, nous sommes sur un échange d'informations qui peuvent servir pour l'établissement de stratégies à long terme. Et la troisième, et je crois que là c'est également le volet le plus important, c'est la formation des personnels. Okay. Je crois qu'il y a là un peu cet aspect, la délégation, comment il est présente, quels sont les axes de la coopération et quelle est la manière dont peut se déployer l'action. Alors, cette action, elle ne date pas d'aujourd'hui. Chirkaoui Roudani, elle a une histoire, hein, cette coopération sécuritaire. Et comme je le disais en introduction, elle va au-delà des petites zones de turbulence que peuvent traverser les relations diplomatiques de deux pays voisins. Effectivement, on doit savoir aujourd'hui que dans la géopolitique de la Méditerranée, il y a plusieurs défis en jeu, donc entre la rive nord et la rive sud. Donc les défis, donc avec comme le terrorisme, comme l'extrémisme, comme aussi l'immigration clandestine, comme la cybercriminalité, comme la criminalité transfrontalière, ça a exigé donc une certaine conception stratégique entre les deux États depuis très très longtemps pour mettre en place des mécanismes de renforcement de leur capacité de faire face à ce genre de défis et des enjeux. Sauf qu'avec le temps et avec notamment et particulièrement avec la position politique espagnole vis-à-vis de la question de l'intégrité territoriale du Maroc, comme l'a dit José Bono, l'un des patrons des services de renseignement espagnols, c'était une question casus belli pour le royaume du Maroc. C'est une question, c'est une cause nationale, c'est une question existentialiste pour le royaume du Maroc. Madrid, il a bien compris, il a bien saisi les enjeux et les défis, donc il a revenu à une certaine conception de voir son histoire dans la région. Et depuis, donc, on a vu cette reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc, et de fait, aujourd'hui, nous ne sommes plus, donc l'Espagne, il a changé certaines formules stratégiques qui le lient avec le Maroc, parce que toujours, la manière de penser le Maroc, il est structuré à travers une formule qui est très connue à Madrid, c'est ce qu'on appelle le Maroc, structure matelas d'intérêt pour Madrid. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle les préférences partagées entre les États. Nous ne sommes plus dans la compétitivité, mais nous sommes dans la complémentarité. Nous ne sommes plus dans la divergence et les frictions, mais nous sommes dans la convergence des intérêts. Étant donné la profondeur stratégique de Madrid comme de Rabat, connaît des métamorphoses et des mutations à l'image de la bande sahélo-saharienne, à l'image de la montée, parce qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, on peut dire aujourd'hui le terrorisme, c'est une forme de guerre à outrance. C'est une forme de guerre à haute intensité, étant donné les dégâts humains et les dégâts aussi économiques. Donc, ce développement de conception stratégique en matière de sécurité s'est transformé dans l'opératique, c'est-à-dire on n'est plus maintenant dans le travail d'échange d'informations, mais aussi aujourd'hui nous sommes dans une certaine conception de mettre en place certains mécanismes et certaines approches de travailler ensemble, d'agir. Donc, c'est-à-dire il y a un mix opératique entre les deux États pour qu'on puisse arriver à perfectionner nos actions. Nous ne sommes plus dans la réaction, mais nous sommes dans l'anticipation. Et ça, c'est une bonne chose. Et dans le volet économique n'est qu'un accompagnement de ce développement sécuritaire opératique entre les États, étant donné, comme je viens de vous dire, les défis, les enjeux que connaissent la Méditerranée et aussi que connaissent la bande sahélo-saharienne et notamment l'Afrique de l'Ouest avec l'émergence des groupes terroristes, avec l'émergence et le
menaces qui pèsent. Donc aujourd'hui, effectivement, comme il a dit M. Besso, le Maroc et l'Espagne inaugurent une nouvelle génération, si vous acceptez le terme, de relations bilatérales basées sur la confiance mutuelle, basée sur la convergence, basée sur la complémentarité et basée aussi sur des préférences partagées, étant donné que aujourd'hui, la sécurité, c'est le nerf aujourd'hui de développement et de la guerre, étant donné aujourd'hui que le Maroc dispose d'une doctrine sécuritaire qui établit le continuum, qui est matérialisée et qui est caractérisé par ce continuum défense-sécurité, le Maroc maintenant, il est dans une position avec l'Espagne, comme il a dit d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères espagnol Alparez, c'est que le Maroc aujourd'hui, c'est un pilier pour la sécurité, pas que pour l'Espagne, mais pour l'Union européenne et les pays européens. Oui, parce que vous parliez justement de la profondeur du Royaume d'Espagne comme celui du Maroc, la profondeur européenne parce que c'est la porte de l'Europe et bien sûr il y a la profondeur africaine pour le Maroc en tant que porte de l'Afrique. Professeur Sahimi, on va en parler un peu des bases historiques. Quelles sont aussi les bases juridiques de ce partenariat sécuritaire? Je vais d'abord parler des bases historiques, si vous le permettez. Bien naturellement. Et rappeler que lors des décennies écoulées, il y a toujours eu un socle de relations économiques et commerciales important. C'est important. À telle enseigne, d'ailleurs, que ça s'est vérifié à partir de 2015-2016, que aujourd'hui, l'Espagne est le premier partenaire économique et commercial du Maroc, surclassant la France, qui était traditionnellement le premier partenaire. Pour autant, si on jette un regard rétrospectif sur les décennies écoulées, il y a eu ce socle, mais en même temps, ça m'a toujours frappé, il y a eu de temps à autre des spasmes, des crispations sur des dossiers particuliers, dossiers d'immigrés, dossiers de saisonniers, tout le temps. Si vous jetez un regard sur cette mise en perspective historique que je vous propose, il y a toujours eu un emballement qui se focalise, cristallise sur un point particulier, et donc avec les médias des deux pays qui sont prompts évidemment à se lancer dans cela. Et surtout les médias espagnols, indépendamment de leur positionnement politique, c'est de gauche ou de droite. Vous êtes gentil, mais je peux vous dire, étant un peu dans le monde des médias, que nous n'avons pas toujours été très gentils et on n'a pas toujours tendu la joue droite. C'est important à relever. La presse marocaine a toujours été sur ce plan-là, donc en pointe, en chauffant un peu les choses. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, juridique maintenant, vous avez fait référence à un accord du 7 avril 2022, un accord donc de coopération sécuritaire. Il faut rappeler que cet accord avait été signé 3 ans auparavant, en 2019. Et qui n'est entré en vigueur qu'en avril 2022. C'est un accord qui déjà existait mais qui n'avait pas été appliqué. Il n'a été mis en vigueur qu'en avril 2022, c'est à l'occasion donc du grand geste et de la révision importante de la position de Madrid sur la question nationale. Donc ça c'est important. Ce qui est important, ce qui va fonder les relations futures et leur donner, me semble-t-il, toutes les potentialités escomptées, attendues et peut-être prévisibles, c'est le fait qu'il n'y a plus cette question nationale du Sahara marocain qui était là et qui était un contentieux. Contentieux lié à des positions de certains cabinets et certains gouvernements espagnols, à certains ministres, à certains partis, il faut le dire. Il faut quand même le dire, le PSOE n'a pas toujours été d'une grande compréhension sur la question nationale, sans oublier un certain nombre d'associations que nous connaissons, de relais, d'officines, etc. Donc maintenant, je pense que tout est normalisé pour asseoir les relations bilatérales autrement, dans une nouvelle séquence historique, et mon collègue l'a dit fort justement. J'ajoute que voici 10 jours, le ministre espagnol des Affaires étrangères, Albarez, a déclaré quoi, le 21 janvier, je cite, « Sans le Maroc, l'Espagne et l'Europe auraient de grandes difficultés à faire face
au terrorisme et à arrêter les menées de ceux qui commettent ces actes-là. Donc nous sommes là dans une situation intéressante. C'est une situation aussi de coopération sécuritaire, mais qui ne doit pas être appréhendée de manière isolée. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un cadre, il y avait 4 parties dans une coopération sécuritaire. J'ai des déclarations de notre ministre de l'Intérieur de l'époque, etc. Il y avait 4 parties, il y avait le Maroc, il y avait l'Espagne, il y avait la France et la Belgique. C'est intéressant. Et il y avait 4, c'était 4. Et c'était donc une coopération très poussée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La coopération avec la Belgique se maintient, la coopération avec la France se maintient aussi, sur le plan sécuritaire, et avec Madrid, ça donne les résultats que vous savez. Alors, il faut préciser d'un dernier point, c'est que lors de la crise qu'il y a eu entre Rabat et Madrid, entre avril 2021 et avril 2022, jamais la coopération sécuritaire n'a été suspendue. Oui, oui. C'est extrêmement important. Et donc, c'est des choses qui témoignent bien d'une convergence d'approches et d'une bonne appréhension des intérêts bilatéraux supérieurs touchant les 2 pays. Supérieur à toute brouille diplomatique, encore une fois. Donc, Abdelhak Basso, vous êtes un expert dans les questions sécuritaires. J'aime bien qu'on fasse de la pédagogie, mais qu'on rapproche aussi nos téléspectateurs de choses qui soient vraiment concrètes, dans le sens où, pour comprendre vraiment comment cela marche, comment cela fonctionne-t-il quand on parle de coopération sécuritaire. Est-ce qu'il y a des comités, est-ce qu'il y a des groupes de travail, où se situe-t-il géographiquement? Comment cela se passe sur le terrain? On vient d'évoquer, c'est-à-dire cet accord signé en 2019 et qui est entré en vigueur au mois d'avril. Et là, il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple, à l'article 3. Rien que pour dire comment ça se passe. On parle ici de les parties, je cite, les parties collaboreront également dans la lutte contre tout acte crime dont la prévention, la détection et l'investigation. Je m'arrête sur ces 3. Donc la prévention, c'est l'échange d'informations. Oui. Entre certains pays, ça s'arrête là. Il ajoute la détection. Là, nous avons l'échange d'analyses qui permettent de détecter. Donc, on va plus loin. On va vers un échange d'expériences, d'analyses, de conclusions. Et le plus important, et d'investigation. Parce que là, nous sommes dans le côté opérationnel. C'est ça. C'est-à-dire que vous, policiers marocains ou vous, policiers espagnols, vous travaillez, vous êtes assistés sur le territoire de l'autre de manière opérationnelle. Ceci a pour conséquence que l'espace d'investigation des 2 polices augmente. Et plus l'espace d'investigation augmente, plus la marge d'évolution des terroristes, des criminels, se réduit. Il est rare, par exemple, cette question de travail, d'assistance opérationnelle dans les espaces des pays, ça existe, par exemple en Europe, mais ça n'existe pas entre un pays européen et un pays hors Europe. Oui. C'est dans ce sens que cette relation du Maroc avec l'Espagne est exemplaire. Il dépasse les côtés, si vous voulez, politiques superficiels. Il va dans la profondeur. On parle d'opérationnalité, on parle de choses opérationnelles. D'ailleurs, dans l'article 2, le premier alinéa nous dit « La collaboration entre les parties comprendra dans le cadre de la lutte contre la criminalité visée à l'article 1, l'échange d'informations, il revient sur les choses, et la fourniture d'une assistance à l'action d'enquête opérationnelle. » C'est-à-dire on n'est plus dans cette question de souveraineté, de territoire, ce qui est un peu donne de l'espace aux criminels. Ça demande beaucoup de confiance, parce que là, c'est un partage d'informations hautement
importante et hautement stratégique aussi. C'est une chose d'ailleurs qui est très importante sur ce que et le Maroc et l'Espagne ont compris qu'ils sont dans ce que l'école de Copenhague de Barry Buzan et les Wever appellent les complexes régionaux de sécurité. Les deux pays, alors on appelle complexe régional de sécurité un ensemble d'entités où les questions de sécurité ne peuvent s'étudier, s'analyser ou se réaliser dans un pays sans que l'on ait étudié, analysé et réalisé cette même sécurité dans l'autre entité. Le Maroc et l'Espagne l'ont compris. L'Espagne par rapport à d'autres pays. Parlons du Maghreb. Du Maghreb ou d'autres pays européens aussi. Parlons par exemple du Maghreb, parce que nous sommes dans cette région-là. Alors, ces espaces, ces complexes régionaux de sécurité, quand il n'y a pas la confiance, quand il n'y a pas la compréhension des enjeux communs, des menaces communes, des intérêts communs, se transforment en ce qu'on appelle les complexes régionaux de conflictualité. Ok, ça passe de sécurité à conflictualité. On passe de sécurité à conflit, où on coopère, où on devient rivaux. Et je reviens à cette question de l'Espagne a compris la sincérité du Maroc. Je dis entre parenthèses, alors qu'on aurait pu faire aussi, bien faire avec d'autres pays, s'ils ne s'arc-boutaient pas sur certaines postures anciennes. Donc, c'est là où les Espagnols ont compris que le Maroc est un partenaire. Et ils ont compris qu'ils ont un intérêt à avoir un partenariat avec ces services marocains qui, aujourd'hui, sont très modernisés, se sont développés dans leurs connaissances et dans leurs équipements. Ce ne sont pas les services marocains des années 90 ou Aujourd'hui, certains pays, l'Espagne, a compris que le Maroc est un partenaire, un véritable partenaire dans le domaine. Et je crois que c'est ce qui fait la réussite de cette coopération entre les deux. Et elle fait quand même exception, professeur Srimi, cette réussite. Oui. Je vois que vous voulez rebondir. Elle fait exception dans la région. On connaît que historiquement, effectivement, l'Espagne, ou en tout cas dans ses échanges avec le Maghreb, l'Espagne a un peu délaissé la Libye, la Tunisie, la Mauritanie. C'était beaucoup plus rapproché sur les plans diplomatiques et politiques, voire même sécuritaires, avec l'Algérie. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vais vous répondre ceci d'abord. Il a été fait référence à la coopération extrêmement étroite sur le plan sécuritaire entre Madrid et Rabat. Sauf que c'est une tradition des appareils sécuritaires. Le renseignement opérationnel ne se partage pas. Ce qui se partage, c'est un certain nombre de données touchant des réseaux, des mafias, etc. Mais aucun service de renseignement, aucun service de sécuritaire ne partage avec un autre service un renseignement opérationnel. Et oui, il fallait le dire parce que c'est important, c'est normal, parce que c'est une question, j'allais dire, de souveraineté et du service et de plénitude. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais on lui donne quand même le droit de réponse. Oui, c'est normal. Professeur c'est Basson. un domaine où l'on reçoit autant que l'on en donne. Oui. C'est réciproque. Mais on ne reçoit pas tout et on ne donne pas tout. C'est oui, ça que je voulais dire. Voilà, il faut que ça soit important. Même dans le côté opérationnel, c'est-à-dire, vous savez que les fiches S français dont on parle, ils sont 15, ils sont 13 catégories. Donc même dans l'opérationnel, il y a des catégories. Jusqu'où vous allez. Et dans ce domaine du renseignement, plus il y a de sincérité, plus il y a de confiance entre les juges, plus il y a une certaine fluidité de la circulation. Plus vous me donnez, plus je vous donne, plus la vous confiance. Pardon, mais je n'ai pas fini. C'est le dernier. Juste sur ce point, peut-être. Sur ce point. La confiance, oui. La sincérité, c'est un autre élément. Sémantique. Je voudrais ajouter que, vous le savez, que les responsables services sécurité de la région
en tout cas, je ne sais pas, évidemment, je ne parle pas du pays voisin, ont une tradition, c'est de se retrouver 1 à 2 fois par an, dans un cas tout à fait informel, sans procès-verbal, sans téléphone, et de passer des heures et des heures à échanger verbalement des informations. Premier point. Deuxième point, je voudrais réagir sur la nouvelle approche sécuritaire de l'Espagne. Elle a changé. Elle a changé à partir de quand? Elle a changé à partir de 2004. Les attentats. L'attentat de la gare, eh oui, de Madrid. Et c'est intéressant l'agenda. 2003, c'était la même chose chez nous, les attentats de mai 2003 à Casablanca. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est aussi bien qu'au Maroc qu'en Espagne, il y a eu une réévaluation de la stratégie de la politique sécuritaire. Au Maroc, c'est connu, bien sûr, il y a un gros effort, mais c'est intéressant pour l'Espagne parce que l'Espagne n'était confrontée depuis un demi-siècle, depuis 75, 76, à un terrorisme particulier, régional, celui de l'ETA. Et donc, il a fallu que l'Espagne revoie tous ses paramètres pour réorienter et réarticuler son appareil sécuritaire, non seulement parce qu'avec l'ETA, c'était pratiquement réglé, mais dans une optique de lutte antiterroriste au sens large, couvrant un domaine sécuritaire étendu. Il y a la lutte antiterroriste, il y a la grande criminalité et il y a la question du contrôle des flux migratoires. On va sûrement y revenir. Je voudrais peut-être donner la parole à Cherkaoui Roudani en ce qui concerne peut-être cette question d'échange, de ce qui est échangé, de ce qui n'est pas échangé comme information. Vous vouliez rebondir là-dessus tout à l'heure. Et je voudrais vous interpeller aussi sur la situation. Tout à l'heure, on parlait de porte vers l'Afrique. La situation dans le Sahel aujourd'hui, avec le retrait de la France, du Mali, de ce nouveau rapprochement entre l'Algérie et la France sur le plan militaire, est-ce qu'avec un appui français, effectivement, l'Algérie pourrait jouer un rôle dans la région en ce qui concerne le rétablissement de la paix et la sécurité dans cette région proie au terrorisme, et cette nouvelle reconfiguration de ce complexe régional de sécurité, je vous cite, professeur Bassou, compte tenu de tous ces bouleversements, de tous ces changements que nous sommes en train de vivre, et avec cette guerre la première chose qui est très très importante, à mon point de vue personnel, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse arriver à une certaine opérabilité ou bien interopérabilité entre les services de renseignement, sachant bien le renseignement, c'est l'exploitation de l'information. L'information, elle est souveraine. Okay? Même à l'échelle de l'Union européenne, on a essayé de mettre en place plusieurs approches, plusieurs mécanismes pour qu'on puisse essayer de fluidiser le transfert de l'information, mais on n'arrive pas, et on a vu beaucoup de problèmes à l'échelle des questions terroristes en Belgique et en Pays-Bas. Mais aujourd'hui, ce qui se passe entre le Royaume du Maroc et l'Espagne, c'est une question de créer une certaine symbiose entre les services de renseignement. Mais cette symbiose exige 2 points très très importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une confiance mutuelle et aussi une convergence stratégique. Ça, c'est ce qu'on appelle les éléments qu'on doit disposer pour qu'on puisse arriver à certaines interopérabilités entre les services de renseignement et entre aussi l'échange de l'opératique au niveau de l'opération. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place un matelas de tactique s'agissant de l'analyse, le technique et aussi l'action. Avant, nous étions dans la réaction. Maintenant, on va être dans l'action, l'anticipation. Donc, de fait, aujourd'hui, l'importance du Royaume du Maroc réside du fait qu'aujourd'hui, le Maroc dispose d'une pyramide de renseignement, de structures de renseignement, pilotée par une doctrine qui met le recadrage global. Cette pyramide de renseignement, il est très important pour les Espagnols. Ce n'est pas que sur le plan de la résilience nationale à l'échelle du Maroc, mais à l'échelle de la résilience internationale, étant donné que les intérêts de l'Espagne existent notamment en Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne du Sahel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde sait très bien qu'il y a une partie des officiers
une partie importante dans le MINUSMA, dans le nord du Mali. Donc, cette région de l'Afrique subsaharienne, c'est une région, je l'appelle, c'est un glacier protecteur. Un glacier protecteur pour le Royaume du Maroc, comme pour l'Espagne. Étant donné les mutations sécuritaires que connaissent par exemple la région de l'Heptako-Gourma avec l'émergence des groupuscules terroristes, avec l'État islamique au Grand Sahara, avec aussi le groupe de soutien islamique musulman. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait une rencontre de Ayed El-Ghali, le chef, l'émir de ce groupe terroriste, avec certaines personnes qui gèrent ce qu'on appelle l'accord d'Alger, qui est déjà en déclin. Donc aujourd'hui, on comprend qu'il y a certains développements qui pourraient nuire à la stabilité et du Maroc et de l'Espagne et même de l'Europe. Donc je pense aujourd'hui, devant ce magma de défis et des enjeux sécuritaires, il est important aussi de souligner que cet accord sécuritaire renouvelé, parce qu'on parle d'une nouvelle génération de relations bilatérales entre Madrid et Rabat, va avoir un impact sur le développement d'une perception stratégique multilatérale, étant donné que Rabat et Madrid sont membres de la commission 5+5. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il y aura un réveil ou bien une certaine remobilisation de plusieurs pays pour essayer d'aller avec les mêmes longueurs d'onde de Madrid et de Rabat dans la mise en place d'une politique de défense et de sécurité concernant les défis que nous avons parlé, à savoir le terrorisme, à savoir aussi le trafic illicite, aussi, à savoir aussi le crime organisé transfrontalier. Et donc je pense aujourd'hui cet accord inaugure effectivement une nouvelle page dans les relations, dans le développement des relations sécuritaires, comme je viens de vous dire, étant donné que le volet économique ou bien le développement des relations bilatérales au niveau de l'économie ne peut être qu'un accompagnement de ces relations qui sont très très importantes, à savoir les relations bilatérales au niveau et dans la dimension de la sécurité. Un point qui est très très important, je voulais aussi citer, c'est qu'aujourd'hui, étant donné les défis, les enjeux entre les deux pays, c'est qu'aujourd'hui, il y a une métadonnée qui existe, mais qui a besoin d'une analyse pertinente au niveau du renseignement. Je pense aujourd'hui l'école de renseignement espagnole manque cette l'approche anticipative de l'analyse. Je pense que cette pyramide de renseignement qui existe dans le Royaume du Maroc et qui a montré aussi sa capacité d'anticiper, comme ce fut le cas en Espagne avec le démantèlement de plusieurs cellules terroristes, avec le démantèlement des lots solitaires, et aux États-Unis avec Cole Bridge qui aurait causé beaucoup de dégâts à New York. Je pense aujourd'hui ce développement-là, il est en train de se concrétiser à travers ce renouvellement, à travers cette reconstructuration de cette relation bilatérale au niveau de la sécurité. Démantèlement de cellules terroristes et aussi découverte en Espagne d'un réseau lié au Polisario, et en tout cas en ce qui concerne le financement du terrorisme. Abdelhak Bassou, de quoi s'agit-il? Est-ce que l'Espagne serait visée par une menace venant du Polisario? Oui, vous savez que, on le sait d'ailleurs depuis la récupération des territoires, avant même que le mur de défense ne soit construit, on sait cette relation de belligérance que le Polisario a envers l'Espagne. C'est-à-dire, on se souvient de l'attaque en mer de touristes au port de pêche donc espagnol. Et le Polisario, à chaque fois que l'Espagne ne lui donne pas raison, elle devient un ennemi. Comme le Maroc. Ça, au même titre que le Maroc. C'est-à-dire comme le Polisario a appelé à perpétrer des actes terroristes sur le territoire marocain. Et c'est le cas pour tous les alliés, j'ai envie de dire, du Maroc, et notamment maintenant que l'Espagne a éclairci sa position, il devient une cible du Polisario. Et il est menacé au même titre que le Maroc. Donc, cela encore, une autre raison que les deux pays ont compris, parce qu'il n'y a que deux raisons pour lesquelles deux pays peuvent s'allier politiquement, de manière sécuritaire, tout ce qu'on veut. Deux choses. Soit pour défendre des intérêts communs,
soit pour repousser une menace commune. Il n'y a que ces deux choses qui peuvent pousser à s'allier. Maintenant que, aussi bien au Maroc qu'en Espagne, on a compris que nos menaces sont communes. D'ailleurs, il y a des choses que nous oublions parfois, c'est que ce lien que le Maroc et l'Espagne assurent entre l'Europe et l'Afrique, on le place toujours dans la Méditerranée. Il ne faut pas oublier qu'il se place dans l'Atlantique aussi. Et c'est la particularité des deux pays Ce sont les deux seuls pays européens et africains qui sont à la fois méditerranéens et atlantiques. Et plus votre espace de coopération, d'échange s'élargit, plus il s'élargit également pour les criminels, pour les terroristes. On a parlé de la mondialisation comme étant quelque chose de bien, mais la mondialisation du crime a accompagné la mondialisation de l'économie. Donc c'est vrai que voilà un autre point à ajouter, si vous voulez, sur ce destin commun entre le Maroc et l'Espagne, c'est cette menace qu'est le Polisario, au même titre que le terrorisme, au même titre que la criminalité organisée. Alors, le contexte est particulier aussi. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je vous ai interrompu. Juste pour un autre point qui trace et qui... Vous savez que la coopération sécuritaire a un ennemi. Cet ennemi, c'est la bureaucratie. Quand vous dites que pour arrêter un criminel, il faut écrire à tel bureau, attendre la réponse. Et c'est là où cette convention de 2019 vous dit dans son article 7 et dans l'un des alinéas, l'alinéa premier, en cas d'urgence, les organes compétents peuvent faire avancer les communications oralement pour le respect du présent accord en confirmant les procédures par écrit immédiatement après. Oui, c'est la réactivité. Il faut de la réactivité, c'est tout à fait normal. Donc on va au-delà quand même, la bureaucratie, ça reste... Sur cette question d'opérationnalisation de la relation, jamais on a été autorisé avec n'importe qui à parler oralement. Oui. Les choses passent... Non, surtout pour des choses aussi sensibles. Et là, entre le Maroc et l'Espagne, voilà un accord qui autorise en cas d'urgence à passer les communications oralement. Je voudrais revenir sur votre question, l'Espagne comme cible. Pourquoi? Ça tient à un certain nombre de facteurs cumulatifs. Le premier, c'est qu'il y a une partie de l'opinion publique espagnole et un certain nombre d'associations ayant une certaine sensibilité de gauche, haute, etc., et même des partis politiques, qui sont très ouverts à l'endroit du Polisario, qui accueille, qui forme, qui donne des bourses, qui les scolarise, etc. Donc ça, c'est important. Et ça, c'est le fait que les conditions de récupération des provinces sahariennes en 1975 n'ont pas encore été digérées. Oui. Et c'est venu, et c'est un élément supplémentaire d'approche conflictuelle à l'endroit du Maroc, puisque déjà nous avions le contentieux historique entre l'Espagne et le Maroc pour les raisons que vous savez, les raisons historiques. Le deuxième point aussi qui joue dans ce sens-là, c'est qu'il y a une sensibilité, une familiarité culturelle et linguistique d'un certain nombre d'éléments du Polisario avec certains milieux d'Espagne, du fait de la langue espagnole. C'est important. C'est pas en Irlande qu'ils vont trouver des sous. Et donc, il y a une familiarité qui s'est construite avec un maillage de réseaux d'information et parfois même un maillage qui va jusqu'à Cuba. On l'oublie. Et donc, il y a là une possibilité et une piste de recherche intéressante qui est une préoccupation en même temps de voir le Polisario engager un certain nombre d'opérations, donc violentes, terroristes, sur le territoire espagnol. Pourquoi? Parce que c'est, vous l'avez dit, pour faire payer le prix à Madrid pour sa nouvelle politique à l'endroit du Sahara marocain, et deux, parce qu'il y a un terrain favorable du fait de complicité, de réseaux, etc.
Et donc, c'est quand même intéressant. Je doute que le mouvement séparatiste passe à l'acte pour organiser, comme ils l'ont dit de manière avec beaucoup de présomption et de fanfaronnade, qu'ils allaient organiser des attentats terroristes au Maroc, etc. Ça a été dit il y a quelques mois. Je doute qu'ils se livrent à cette extrémité-là, parce que la réponse du Maroc sera d'une autre nature à ce moment-là, parce que ça devient de la subversion interne. La deuxième chose, pour ce qui est de l'Espagne, l'Espagne offre un cadre naturel et ce n'est pas exclu qu'il y ait des opérations, d'où la vigilance de Madrid, d'où l'intérêt de Madrid à se rapprocher davantage de Rabat, parce que Rabat dispose d'un certain nombre d'éléments d'information privilégiés qui sont une mine d'or, vous savez, pour tous les services internationaux avec lesquels nous avons des relations de coopération. Et je ne vous cache pas que combien d'informations sont données par l'appareil sécuritaire marocain à l'Espagne, évidemment, à la France, aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, etc. Pourquoi ? Parce que le Maroc a construit un système sécuritaire efficient, professionnel et qui est donc tout le temps en veille. Et je crois que ça, c'est un élément important qui est pris en considération par Madrid. Monsieur Traoré Dani, juste pour rappeler un peu le contexte aussi dans lequel se tient cette réunion de haut niveau que je rappelle qu'accueille la capitale Rabat pendant 2 jours et une forte délégation. Il y a bien sûr le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui est accompagné par la moitié de l'exécutif. On le rappelle quand même à nos téléspectateurs. Cheikh Traoré Dani, je voudrais justement vous interpeller sur ce contexte et le contexte européen. Si on se réfère à la déclaration du ministre des Affaires étrangères espagnol par rapport à l'importance du Maroc envers l'Espagne, pour l'Espagne, mais aussi pour l'ensemble de l'UE, de l'Union européenne. Comment, selon vous, cette coopération sécuritaire peut-elle peser dans la balance et peut-être, je ne dirais pas faire changer d'avis, mais pour certains, retrouver la raison quant à l'importance d'un allié comme le Maroc sur des sujets aussi sensibles que ceux liés à la sécurité des citoyens européens? Vous savez, un grand monsieur, il a dit une chose qui est très importante, je cite Napoléon Bonaparte, il a dit qu'on fait la politique de notre géographie. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est très très important, c'est que le pragmatisme doit être prôné au lieu du romantisme. Le pragmatisme aujourd'hui impose qu'il y ait des défis, des enjeux sur l'espace européen. La géopolitique de l'Europe, il est impacté, il sera toujours affecté par tout développement non contrôlé sur la rive sud, étant donné aujourd'hui on parle de la Libye, on parle de la bande sahélo-saharienne, vaste territoire qui connaît une métamorphose sécuritaire chaque jour. On parle des États qui connaissent des transformations au niveau des alliances stratégiques. Donc la force de projection de l'Union européenne, avec le temps, devient plus ou moins faible. Donc l'Union européenne devant, maintenant, c'est le glacier protecteur des Américains, c'est un espace qui connaît des changements au niveau de la perception de la Méditerranée. Aujourd'hui, tout le monde sait maintenant qu'au sein de l'Union européenne, on ne parle plus de la politique de défense commune très imprégnée par les stratèges de Paris, étant donné aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine déliquescence entre la perception de la stabilité entre l'Allemagne et la France, et entre l'Italie aussi et la France. Donc aujourd'hui, il faut que, je pense que l'Union européenne, et notamment certains pays qui voulaient jouer ce rôle pivot dans la stabilité de l'Europe, je vais parler de l'Allemagne, je vais parler de la France, de l'Espagne. L'Espagne, maintenant, à travers cette relation très renforcée, très privilégiée avec le Royaume du Maroc, pourrait être vraiment
pourrait jouer en faveur de l'Union européenne, étant donné qu'on a besoin qu'un pays entretient des relations solides. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on voit ce qui se passe à l'échelle de l'Union européenne en termes de politique commune de sécurité, on voit qu'il y a certaines défaillances, qu'il y a un déficit en matière d'échange à l'échelle de l'Union européenne. Je pense que les relations maintenant entre Madrid et Rabat sont des relations qui sont c'est importante, sont très avancées sur le développement d'une coopération sécuritaire opérationnelle et aussi au niveau parce qu'aujourd'hui, même dans les discussions dans la commission maintenant qui s'est réunie entre Madrid et Rabat, il y a la question de la bande sahélo-saharienne. Les intérêts stratégiques de l'Union européenne dans cet espace sont des intérêts vitaux pour l'Union européenne, étant donné sur la question du terrorisme et la question du djihadisme. Aujourd'hui, il y a des zones grises, donc qui pourraient surgir et pourraient constituer une menace potentielle pour la sécurité de l'Union européenne. Le Royaume du Maroc, il a c'est un modèle avant-gardiste, c'est un modèle qui a réussi et qui montre jour après jour et après jour des résultats potentiels sur la question de la lutte contre le terrorisme. Et je pense que l'Union européenne doit réfléchir, je parle de certains pays européens, de regarder quand même que ce potentiel de menace qui existe doit ne revenir à une raison pragmatique de voir le Rabat en tant que pont, un pivot dans la géopolitique de terrorisme, dans la géopolitique aussi de la sécurité, étant donné, comme je viens de vous dire, que cette prolifération incessante des groupes terroristes dans la région, maintenant, aujourd'hui, il y a un autre espace qui connaît une métamorphose globale sur la question de la sécurité, c'est la Golfe de Guinée. C'est un espace, moi je pourrais dire que dans 5 ans, 10 ans, ça sera un petit peu le fief de certains groupes terroristes comme le groupe de l'État islamique au Grand Sahara. Mais j'aimerais bien revenir sur une question de M. Srimi. Aujourd'hui, il y a une connivence entre le terrorisme et le séparatisme. Une connexion. Et une connivence dans l'action et aussi dans l'élaboration des trajets. Oui, donc, et de fait, aujourd'hui, lorsqu'on voit, par exemple, le groupe de l'État islamique au Grand Sahara, tout le monde sait qu'une majorité de ce groupe-là, qui sont dans la région de l'Iptako-Gourma, sont des gens du Polisario. Donc, on n'a pas besoin de montrer davantage des éléments pour dire à certains pays européens, il faut faire attention, parce que le rempart contre le terrorisme, c'est le Royaume du Maroc. Un dernier mot là-dessus, professeur Abdelhak Basso, sur l'avenir de ces relations, aussi sur la prochaine étape après cette réunion de haut niveau, dans cette coopération, bien sûr, sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne. Oui, c'est déjà vous aviez parlé de cette question, c'est-à-dire de l'Espagne comme modèle pour certains autres pays européens. Absolument. La question n'est pas que ces pays européens ne savent pas ce qu'est devenu le Maroc. C'est une question qui se pose généralement entre certains pays du Nord et certains pays du Sud. Des deux côtés, on ne sait pas comment décomplexer la relation. Décomplexer la relation, c'est-à-dire dépasser cette ère coloniale. Au Nord, ils ne doivent plus considérer le Sud comme étant juste un espace qui fournit de la migration clandestine, du terrorisme, qui est sous-développé. Et des ressources. Et un marché de ressources. Et des ressources naturelles. Voilà. Au Sud, on ne doit plus considérer le Nord comme étant ce simple ancien colon qui nous exploite, qui fait décomplexer la relation. Le Maroc, et d'ailleurs, la pédagogie de Sa Majesté, et par conséquent, la pédagogie de plusieurs responsables marocains vont dans le sens d'expliquer que la politique du Maroc est une politique décomplexée vis-à-vis du Nord, solidaire vis-à-vis du Sud. Des pays comme l'Espagne ont compris. D'autres pays se crispent encore sur des postures
ils comprennent ce que c'est que le Maroc. Ils comprennent que ce Maroc a changé, que les temps ont changé. Mais quand vous invitez ces gens à changer en conséquence, ils freinent des cas de fer. Oui, c'est aussi le fait de s'accrocher à la compétition au lieu de la complémentarité. De la complémentarité Absolument. Et dépasser certaines choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, Maroc, je ne suis plus une entité chez laquelle vous pouvez prendre plus que vous ne donnez. Vous avez des choses qui sont primordiales pour vous, je coopère. Il y a des choses qui sont primordiales, existentielles pour moi, vous devez coopérer. Voilà, et c'est le prisme par lequel le Maroc regardera désormais toutes ces coopérations. Ça a été rappelé par Sa Majesté le roi Mohamed VI lors de son dernier discours. Merci beaucoup, professeur Bassou. Je rappelle que vous êtes Senior Fellow au Think Tank Policy Center for the New South. Merci beaucoup. Merci, professeur Sahimi. Merci à vous. Et bien sûr, mes remerciements vont également à Cheikh Khaouil Roudani. Merci d'avoir enrichi ce débat que nous avons donc tenu en marge de cette réunion de haut niveau Maroc-Espagne qui se tient les 1er et 2 février ici à Rabat. Très bonne suite des programmes.